Bon, le Bitcoin a craché, l'Ethereum s'est fait atomiser et les actifs du monde entier ont baissé. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte concernant la baisse générale du marché avec notamment le carry trade, l'indice japonais, l'arbitrage de Warren Buffett et du coup forcément la peur sur les marchés. C'est un nouveau look pour une nouvelle vie, j'ai rasé un moustache, donc on va aller voir les news autour de la crypto-monnaie du jour et ensuite j'irai te partager quelques faits positifs qui se sont passés tout en te nuançant mon propos parce qu'il n'y a pas que des faits positifs aussi. Et c'est parti. On commence tout de suite avec une nouvelle qui concerne l'adoption de la crypto-monnaie. On a Metaplanet qui se la joue à la micro-stratégie pour acheter encore plus de Bitcoin. Metaplanet, ils avaient affiché clairement leur intention de considérer Bitcoin comme un principal actif de réserve de trésorerie. C'est une entreprise japonaise du coup qui en accumule de petites quantités très régulièrement, une espèce de DCA. Concernant l'investissement dans Bitcoin, on a les mammifères marins, les whales, les baleines qui profitent de la panique pour accumuler des Bitcoins. Alors c'est clair et net. Cette charte que tu as sous les yeux met en évidence les adresses détenant plus de 1000 Bitcoins en portefeuille. Et comme tu peux le voir, on avait une baisse d'intérêt autour de Bitcoin. Et là, actuellement, on a un petit regain. Donc, ok, rien de foufou. On n'a pas encore le pic qu'on avait eu lors du dernier bull run. Toujours est-il qu'on a quand même de l'achat et encore de l'intérêt. Donc, les crustacés, ils sont encore chauds sur Bibi. Et ça, ben, ça va dans le bon sens. Ensuite, on continue avec notre bon vieux Vitalik Buterin, le PDG de Ethereum, qui annonce une révolution pour Ethereum, tout simplement. Évidemment, il fait appel à la mise à jour qui est l'EIP 3370. Au menu de cette mise à jour, on a notamment une nouvelle norme d'adresse à adapter pour les portefeuilles et les applications décentralisées dans le but d'afficher des adresses spécifiques à la blockchain en utilisant un préfixe lisible par l'homme. Donc ça serait pas des X0336 ça serait pour le coup par exemple Jérémy CryptoBrev et après tu as ton adresse, dans l'idée. Ensuite, il souhaite créer un moyen standard pour les différents réseaux de layer 2 d'Ethereum dans le but de communiquer et d'exécuter au mieux les transactions entre les blockchains, parce qu'actuellement, voilà, il y a encore des progrès à faire. Par ailleurs, sur la feuille de route de Vitalik, on a aussi le IP 3668 qui permettra au smart contract d'Ethereum d'accéder à des données off-chain. Du coup, ça c'est plutôt sympathique. Ça permettrait du coup de connecter le monde réel avec le monde de la blockchain. Donc il y a pas mal d'innovations qui se préparent sur Ethereum. Donc écoute, on espère que ça va bien se dérouler. C'est quand même la deuxième plus grosse crypto du marché. On continue avec le crash boursier qui a fait du sang dans les rues, qui a fait peur à tout le monde. Et sache bien une chose, c'est qu'il y en a qui en ont bien profité. On a aussi les DEX crypto qui enregistrent leur troisième plus grosse journée de volume après le cash. Donc eux, ils s'en mettent plein les poches au passage. Donc tant mieux pour eux, j'ai envie de te dire. Et s'il y en a qui sont pas contents, ils ont qu'à créer des Uniswap. Et concernant les ETF de Bitcoin, on a constaté une sortie nette de 148,6 millions de dollars. Surtout qu'on a BlackRock, Fidelity, on a toutes les institutions qui ont été en négatif. Donc c'est vraiment pas très ouf sur le Bitcoin. En revanche, concernant l'Ethereum, la dernière journée a été couronnée par un afflux de 98,4 millions de dollars. Après, j'ai envie de te dire que l'Ethereum s'est tellement cassé la gueule à côté de Bitcoin. Donc forcément, il y a des gros investisseurs et des gros crustacés qui ont profité de cette opportunité. En micro-actu du jour, on a le fils de Donald Trump qui a déclaré que le monde de la crypto allait bouleverser notre société, que ça allait être énorme et que la finance décentralisée était l'avenir. Ne restez pas à la traîne, c'est ce qu'il a dit. Il a pas lésiné sur les mots. Écoute, on est tous d'accord, on partage tous cet avis, mais à un moment donné, il faut que ça monte, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? On a la banque MOX qui est une filiale de Chartered qui commence à proposer des ETF Bitcoin. Une de plus. On a une de plus, la multinationale bancaire Morgan Stanley qui propose désormais des ETF Bitcoin Spot à ses clients. BlackRock qui dépose une demande auprès de la SEC visant à permettre le trading d'options sur son ETF Ethereum Spot. Dès qu'ils peuvent prendre de l'argent, ces coquins là, ils y vont. Hein. Et en dernière micro-actu du jour, on a Elon Musk et Donald Trump qui vont faire une interview sur Twitter lundi soir. L'interview sera faite sur Twitter et c'est vraiment massif, c'est vraiment incroyable. Elon Musk et Donald Trump font souvent un étalage de la propagande vraiment qui se déverse dans les États-Unis. Donc Twitter qui est un endroit plutôt libre où il n'y a pas de censure, ils vont pouvoir dire ce qu'ils veulent à qui ils veulent sans être censurés ou limités. Bon, et concernant le Bitcoin, actuellement, on est aux 55 000 au moment où je te parle. On a rebondi et actuellement, on est vraiment dans le flou. Tant qu'on n'aura pas une grosse mèche qui nous enverra direction les zones d'intérêt d'inefficience aux alentours des 62 400, on est dans du vide. On a deux zones aimantées qui sont les 62 400 et après, c'est vraiment le 45-40. J'ai pas envie de te faire peur, mais c'est la réalité, frérot. Du côté du S&P, on a fait un petit rebond et actuellement, on est aussi dans l'incertitude. On a pas mal d'intérêt à aller vers le nord, mais aller vers le sud, ça pourrait permettre aussi de nettoyer encore le marché. Donc la question est-ce que le marché peut encore baisser? Est-ce que le marché a fait sa correction et on va repartir to the moon? Alors partir to the moon, je pense que ça peut être compliqué. Je pense que ça peut être compliqué parce que c'est une construction qui prend plusieurs semaines, plusieurs mois. On avait notre range et forcément, il a été cassé par les mouvements globaux qui se passent dans le monde entier. En revanche, les trois faits positifs que j'aimerais te partager aujourd'hui,
c'est dans une premier temps le VIX. Le VIX qui est l'indice de volatilité des marchés. Au pic du crash, le VIX est monté à 65 et ça a été un record depuis des années. On n'avait pas vu ce genre de choses. Bon, pendant le Covid, on avait eu un VIX qui était monté à 85, mais c'était vraiment... Le Covid, c'est pas comparable. Je sais pas si tu te rappelles de cette époque-là, quand on a découvert le Covid, les gens pensaient que c'était la guerre mondiale, quoi. En revanche, si on regarde la crise des subprimes, le VIX est monté à 95. 95, donc on l'a pas dépassé, d'accord? Cependant, avec la faillite des banques dans un premier temps, la dédollarisation, le contexte géopolitique, l'économie au ralenti, l'augmentation du chômage, enfin, je vais pas toutes les faire, mais grosso modo... Tout mène à penser que le VIX est vraiment manipulé. Et s'il est manipulé, c'est pour une chose bien précise. Pourquoi? C'est parce que tous les grands riches, toutes les grandes institutions n'ont pas eu le temps de sortir du bateau. On a Warren Buffett qui a été visionnaire et qui a lâché 50% de sa position Apple. On parle de dizaines de milliards de dollars. Actuellement, c'est le mec qui détient le plus de milliards de dollars au monde en papier. Donc j'ai envie de te dire, quand tu vois le VIX qui est bien redescendu, tout mène à penser qu'il faut en sorte de mettre sous perfusion les marchés pour pouvoir faire sortir tous les gros poissons. Donc voilà, ça va prendre du temps et ça va mettre des bonnes nouvelles dans le marché. Ça va faire en sorte que le marché reparte, qu'il fasse une belle vague, tu vois ce que je veux dire? Et cette vague peut être importante, peut nous permettre, nous, de profiter un peu de la liquidité. Ensuite, le deuxième point que j'aimerais te partager, c'est celui des investissements de Nancy Pelosi, qui est une sénatrice américaine. Elle a fait des délits d'initiés, c'est une grosse vilaine cette dame-là, d'accord? Elle a investi dans Nvidia à levier, un truc de fou furieux, avant qu'elle passe une loi comme quoi les États-Unis allaient travailler avec Nvidia. Donc tu vois, mon œil, on ne la fait pas à nous. On sait très bien qu'elle avait les informations avant tout le monde. Fin juillet, je t'avais déjà dit qu'elle avait déjà acheté du Nvidia le 3 juillet dernier. Une valeur entre 1 million et 5 millions. Et en plus, cette vilaine, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle achète aussi avec son mari, hein, pour pas faire trop chauffer, tu vois. Sauf que le tracker que j'ai sous les yeux, on voit aussi le compte de son mari. Bref, et ce que je veux te dire ici, c'est qu'elle a encore acheté du Nvidia qui est lié de près ou de loin à l'intelligence artificielle, à la technologie, pour un bag contenu entre 1 et 5 millions. On connaît pas la valeur exacte, mais tout ça pour dire qu'elle a encore des convictions, en tout cas dans le marché, si elle fait ça, parce qu'elle mettrait pas son argent en jeu au risque de tout perdre, quoi. Ensuite, la troisième nouvelle plutôt bullish que j'ai envie de te partager justement sur ce rebond et ce regain d'intérêt sur le marché, c'est qu'on a Goldman Sachs qui nous parle de la correction, qui nous dit qu'elle n'est pas terminée, que le sang va encore couler. Et ce genre de choses, ben, en général, c'est justement pour faire peur aux gens qui vendent, que les autres achètent et que ça repart. En fait, il y a une loi qui dit qu'en général, lorsqu'il y a les gros bonnets ou les médias mainstream qui te disent de faire quelque chose, ben, il faut faire l'inverse. Et là, typiquement, le fait qu'ils nous disent que la correction va encore durer bien longtemps, ben, justement, ça nous amène à penser que c'est tout l'inverse. Le troisième fait aussi que j'ai envie de te présenter, c'est que on a le crash boursier qui a été relayé sur tous les réseaux mainstream, sur tous les médias. C'est passé à la télé. TF1 en a parlé, M6 en a parlé, Hugo Décrypte en a parlé. On a Le Point, Le Figaro, BFM TV, enfin tout le monde en parle et ce genre de choses en général, ben, c'est là qu'il faut investir, tu vois, quand tout le monde te parle de quelque chose, te dit que c'est pas bon, ben, c'est là qu'il faut mettre les pièces et quand on te dit que c'est bon, il faut faire l'inverse. Se poser la question, est-ce que le crash va continuer et que tout le marché va baisser? Je pense pas que c'est la bonne question. La bonne question à se poser, c'est est-ce que la manipulation des grandes institutions et des grands banquiers centraux vont être suffisants pour mettre sous perfusion l'économie, pour faire un dernier coup de fouet et faire une dernière jambe haussière. Ça, pour l'instant, on peut pas en être sûr. Dans tous les cas, ben, si on a une belle jambe haussière, forcément, les crypto-monnaies vont en profiter. Sinon, potentiellement, on pourrait encore voir un peu de sang sur les marchés. Les gars, je voulais vous dire que ça me tient de plus en plus à cœur de vous faire des vidéos et de communiquer avec vous, notamment sur Telegram, par commentaire, parce que je tombe toujours sur des bonnes personnes. Cette petite communauté avec vos messages hyper sympathiques me donne envie de continuer. Je vous adore les mecs. Ciao!